à tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de Didier Agnès, le tout nouveau chef des cuisines du Fairmont Monte-Carlo, qui nous a reçus la semaine dernière. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec cette conférence de presse du gouvernement princier qui était dédiée au logement en principauté. Nous reviendrons sur la situation du Larvoto suite au coup de mer survenu dans la nuit de lundi à mardi. Nous assisterons aux répétitions de la troupe des Farfadets avec la pièce Figure libre. Et enfin, pour terminer, nous parlerons Golden Foot. La cérémonie s'est déroulée au Fairmont Monte-Carlo. La question du logement reste l'une des préoccupations majeures des Monégasques. À ce titre, le gouvernement princier vient de tenir un point presse afin d'évoquer les grands projets en la matière, mais aussi quelques nouveautés. Les explications de Patricia Navarro. Une politique axée autour d'une vision globale et de mesures structurantes ou d'accompagnement dans le domaine du logement. L'action du gouvernement s'inscrit dans le court, le moyen et le long terme. Plusieurs mesures indissociables les unes des autres et allant dans ce sens viennent d'être présentées par le ministre des Finances et de l'Économie. La première annonce est une avancée importante en vue du projet IDA 1. Le gouvernement vient en effet de finaliser l'acquisition de la villa Les Platanes qui constituait le dernier obstacle avant la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, deux arrêtés ministériels paraîtront le 2 novembre. L'un d'eux porte sur l'aide nationale au logement, dont l'enveloppe globale est de 9 millions d'euros. Dans le secteur libre, le plafond des loyers de référence sera revalorisé au 1er janvier 2019. Les plafonds n'avaient pas été revalorisés au 1er janvier 2018. Nous nous sommes aperçus que la réalité du marché, si j'ose dire, nous avait dépassé et qu'il convenait de les revaloriser de manière significative au 1er janvier 2019, puisque pour des typologies qui vont donc du studio au F5, nous aurons dans certains cas des revalorisations qui s'étaleront entre plus 15% et plus 28-29%. L'ANL, c'est également ou le logement dans le libre, si vous voulez, c'est un autre volet qu'il convient de souligner, pour qu'on puisse, au moins de manière transitoire, proposer à des Monégasques d'habiter dans le secteur libre dans de bonnes conditions, il faut pouvoir aussi les y inciter. Et des mesures comme par exemple le paiement d'une caution de 3 mois, le paiement de frais d'agence relativement élevés au vu des loyers pratiqués, tout cela peut s'avérer dissuasif. Et nous avions déjà pour une certaine catégorie de la population, notamment une population plus âgée, des mesures que nous allons désormais élargir à tous pour prendre en charge à travers un prêt à taux zéro qui pourra être remboursé soit sur 4 annuités, soit in fine. Prendre en charge donc les frais d'agence et les 3 mois de caution. Il y aurait également une revalorisation de l'ADL, l'allocation différentielle de loyer. Enfin, lorsque l'on parle de logement et plus particulièrement de logements domaniaux, revient le passage obligé par la commission d'attribution des logements. Il y aura là du changement sur le point d'antériorité. Jusqu'à présent, l'arrêté ministériel n'attribuait pas de points à quelqu'un qui aurait déjà candidaté, n'aurait pas été attributaire, si entre deux commissions, l'intervalle n'était pas au moins d'1 année. Et on s'est dit que, notamment dans le cas qui nous occupe, en 2019, où nous aurons ces 2 commissions et où nous avons eu également, il faut bien le dire, en 2018, une commission importante qui nous a permis d'attribuer plus de 160 logements à Langelin et à Upavayoun, nous serions retrouvés à ce moment-là, en effet, avec une période inférieure à 1 an, entre mars ou avril de cette année et janvier de l'année prochaine, et où donc les points liés à l'antériorité n'auraient pas pu être attribués. Or, il nous semblait légitime que quelqu'un qui a déjà candidaté, mais n'a pas été attributaire, soit privilégié par rapport à quelqu'un qui, par exemple, candidaterait pour la première fois. Autant de nouvelles mesures ou annonces qui visent à prendre en compte la réalité du marché de l'immobilier, mais aussi plus généralement la situation du logement à Monaco, avec les spécificités engendrées par l'exiguïté du territoire. Au lendemain du coup de mer sur le littoral survenu dans la nuit de lundi à mardi, c'est l'heure du bilan. Il n'y a pas eu de victimes. Cependant, les dégâts matériels sont gigantesques. Il faudra certainement plusieurs jours pour tout remettre en ordre. Un reportage de Dominique Poulain.
La tempête Adriane qui s'est abattue sur les plages du Larvoto a tout emporté sur son passage. Un phénomène inédit ces dernières années. Le coup de mer n'a pas fait de victimes, mais les dégâts matériels sont importants et inhabituels. Aujourd'hui, l'endroit porte encore les stigmates de la tempête. Les restaurants et les magasins d'articles de plage ont été particulièrement touchés. Les employés de ces établissements nettoient les dégâts causés par la soudaine et rapide montée des eaux. Un spectacle de désolation pour les gérants qui dressent les premiers bilans. L'eau est rentrée jusque tout au fond du magasin. Les dégâts, on n'en a pas énormément nous autres, à part les meubles, parce que comme on peut voir, on a des meubles en bois. Là, ça a été bien submergé. Jusqu'à l'intérieur de nos frigos, l'eau est montée au moins à 20 cm du sol. Donc maintenant, on attend de voir. On vit de tout, on va tout nettoyer et on verra après ce qu'il en est exactement. C'est l'heure d'essayer de compter un petit peu tout ce qu'on a cassé, tout ce qui a été perdu, tout ce qui est enterré encore, et de détruire certaines choses qui représentent un réel danger pour la sécurité. Donc voilà, on est là à essayer de faire le maximum pour essayer de retrouver nos affaires, nos transats, enfin tout ce qui était le mobilier qui était sur la plage et qui est fracassé, quoi. Les employés de la DO sont restés mobilisés. À l'aide d'engins de chantier, ils étaient à pied d'œuvre pour remettre la plage et ses abords en état et sécuriser le bord de mer. Hier, toute la journée, on avait mobilisé une 50aine de personnes. Donc aujourd'hui, il y a une 30aine de personnes pour finir, donc le travail est commencé. Et on va mettre aussi du personnel, nos agents en astreinte pour cette nuit. Et bien évidemment, demain matin, puisque demain matin, on doit être vigilant aussi. Actuellement, on est en train de pomper et de nettoyer tous les réseaux d'assainissement, puisque à la suite du coup de mer, tous les réseaux étaient remplis de sable. Du coup, il faut que petit à petit, on les vide, puisque c'est les réseaux qui récupèrent les eaux usées de tous les commerces. L'étendue des dégâts reste encore à évaluer, mais selon certains, il y en aurait pour des dizaines de milliers d'euros. D'autres ont pu déjà faire les premières estimations. Pour éviter de rencontrer des problèmes sur le matériel hôtelier qui est mis à disposition chez nos clients, on vient récupérer le matériel pour ne pas engendrer d'autres problèmes de court-circuit ou d'électricité par rapport au matériel qui est mis en dépôt, tout simplement. Donc on va devoir le remplacer. Au niveau estimation, c'est du 2 000 € la machine à café jusqu'à 1 000 € le laveur. Donc suivant après l'investissement qui est fait chez le client, en fait, chaque autoréfacteur et chaque brasseur devra assumer ce genre de problème-là. En attendant les conclusions et rapports des assureurs, tous se préparent encore à plusieurs jours de travaux de nettoyage et de remise en état. Il y a 10 ans, disparaissait Sœur Emmanuelle. Son héritage perdure au travers des actions de son association. Une grande campagne de communication a notamment été lancée en France et en Principauté, où Sœur Emmanuelle se rendait fréquemment et où elle laisse un souvenir impérissable. Je vous propose justement d'écouter Jean-Claude Eudes, qui l'a bien connu. Il est au micro de Patricia Navarro. 10 ans, c'est long. 10 ans, on oublie. Donc il est apparu, pas seulement à moi, mais à l'association, dont on parlera peut-être tout à l'heure, à beaucoup d'autres, que c'était le moment de raviver la flamme un petit peu. Elle nous a laissé un héritage. Un héritage, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qu'on reçoit et puis qu'on essaie d'entretenir, voire de faire fructifier. C'est ça l'objectif d'un héritage, au moins au sens étymologique du terme. Donc on en est là. Il faut faire vivre cette lumière, cette flamme. L'association s'y emploie et cette année était un bon moment pour le faire. 10 ans, ça marque un tournant et une évolution. L'association se développe bien. Alors présentez-nous justement cette association. L'association, c'est elle qui l'a voulu, qui l'a créée, qui l'a nourrie pendant 20-25 ans, au sens des idées et de l'impulsion qu'elle y donnait. Des équipes se sont mises en place. Les anciens l'ont tous connue, donc ils sont aussi driven par cet élan qu'elle a donné. Les jeunes, on les initie. Et justement, les 10 ans, c'est pas mal pour rappeler aux jeunes qu'il y a eu une fondatrice, il y a eu un guide. Donc cette association vit très bien, se développe, va devenir une fondation, car une fondation, c'est quand même plus fort qu'une association. Elle a son siège à Paris, elle intervient dans 7 ou 8 pays. Des pays où la coopération monégasque aussi intervient, le Mali, le Burkina Faso, Madagascar, et puis l'Égypte bien sûr, qui est le berceau, le point de départ.
et je crois également à Manille aux Philippines et puis en Inde. Alors, on ne va pas révolutionner et changer complètement le monde, mais la petite goutte d'eau va apporter une contribution. Si chacun apporte sa petite goutte d'eau tous les jours, d'une manière ou d'une autre, on aura un monde meilleur, voire moins mauvais. Yallah, comme aurait dit Sœur Emmanuel, c'est-à-dire en avant, il y a sûrement des petites gouttes d'eau à offrir demain. Mêlant théâtre et danse, Figure libre offre une immersion au cœur du satirique. Imaginée par les Farfadets, cette pièce met en scène des écrits historiques d'auteurs tels que Molière ou encore Hugo. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est un spectacle pluridisciplinaire qui mêle danse et théâtre, une pièce engagée qui rend hommage à la liberté d'expression, pensée et écrite après les événements tragiques de Charlie Hebdo et les attentats en France. Créée en mai 2004, la compagnie Les Farfadets, qui va fêter bientôt son 15e anniversaire, propose une version inédite de sa pièce Figure libre. Figure toujours libre raconte l'histoire d'une compagnie de théâtre qui monte un spectacle sur la liberté d'expression. Que la piété ne demeure pas impunie et que les foudres de la justice divine ne ressemblent pas à ceux du théâtre. On s'est demandé pourquoi autant de réactions aussi viscérales de la part des gens. Et on s'est dit qu'il fallait certainement chercher dans la littérature les racines de ce besoin de liberté viscérale. Et on s'est rendu compte que chacun à leur manière, les grands auteurs français avaient vraiment porté une vraie envie de s'exprimer librement. Et en tant qu'artiste, il nous semblait important de le transmettre. 2 danseurs et 8 comédiens seront sur scène. Certains sont là depuis le tout début et la création des Farfadets. Dans Figure toujours libre, les comédiens vont être confrontés aux problématiques artistiques et humaines d'aujourd'hui, une réalité similaire à celle des grands auteurs. Ça commence de Molière jusqu'à Boris Vian, en passant par le procès de Charles Baudelaire, car les Fleurs du Mal ont été censurées, en passant par La Fontaine aussi, et par aussi la liberté de la femme, certaines femmes qui se sont battues. On n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup. Parlez-vous de votre personnage, est-ce que c'est un rôle plaisant à jouer pour vous dans cette pièce-là? Mais complètement. Moi qui ne suis pas du tout classique, et pourtant je peux vous dire que ce texte-là, même à l'époque de Molière, je peux vous dire qu'il est encore d'actualité. Une nouvelle création est prévue pour le mois de mars. Figure toujours libre, une pièce à découvrir jeudi 1er novembre à 20h au Théâtre des Variétés. Pendant 2 jours, l'hôtel Fairmont a accueilli les Golden Foot. Cette cérémonie a récompensé les plus grands champions du football. Les lauréats auront leur empreinte moulée dans le sol de la promenade des champions au Larvoto. Un reportage de Dominique Poulain. Ils ont tous pour point commun d'être des champions du ballon rond, d'avoir gagné des titres internationaux et d'avoir marqué l'histoire de leur club ou de leur sélection. Marcelo Lippi, ancien entraîneur de la Juventus Turin et de la sélection italienne, championne du monde en 2006, aujourd'hui sélectionneur de la Chine. Andrea Pirlo, ancien milieu de terrain de l'Inter, du Milan AC et de la Juventus. Clarence Seedorf, ex-milieu de terrain du Milan AC et de la sélection néerlandaise. Leonardo, ancien international brésilien. Et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, viennent d'être récompensés dans le cadre des Golden Foot 2018. C'est une fierté personnelle, même si je la dois, comme d'habitude, à un groupe d'hommes, staff et joueurs bien évidemment, mais c'est avec grand plaisir que je suis là et d'être aussi bien accompagné qu'aujourd'hui, c'est que du plaisir et du bonheur. Comme le veut la tradition, les empreintes de leurs pieds figureront dans le sol de la promenade des champions, le Hollywood Boulevard monégasque, situé derrière le Grimaldi Forum. Une promenade où figurent déjà les empreintes de légendes du football comme Michel Platini, Juste Fontaine, Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane. Faire partie de ce groupe de personnes qui laissent une empreinte qui sera là pour toujours, pour toute la vie, c'est une chose importante et une grande reconnaissance.
Le Golden Foot est un prix international qui donne la parole aux fans de foot, au public des réseaux sociaux, et non à un comité de journalistes ou de professionnels comme cela se produit dans d'autres prix. Cette année, c'est Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui reçoit le Golden Foot Awards. Il succède à Iker Casillas, l'ancien gardien de but du Real Madrid. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Déguisement effrayant de rigueur en principauté. Halloween était célébré au parc Princesse Antoinette ce mercredi après-midi. Pour la 8e fois, l'événement baptisé l'Académie des monstres était totalement gratuit et toujours organisé en collaboration avec la boîte de jeux. Malgré un temps maussade, le service animation de la mairie a mis les petits plats dans les grands. Vous le voyez sur ces images. Nous avons pris la direction du Fairmont Monte-Carlo pour y retrouver notre invité de la semaine, le tout nouveau chef exécutif des cuisines, Didier Agnès. Bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre Monaco Info et finalement de rejoindre le Fairmont Monte-Carlo. Alors, toute nouvelle aventure pour vous. Comment vivez-vous ce nouveau départ ? Comment je vis le nouveau départ ? Écoutez, d'abord je suis surpris à la fois et puis pas étonné. Mais j'ai la chance de retrouver une équipe que mon prédécesseur Philippe Joannès a laissé en place, qui m'a accueilli avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'entrain. On voit des gens qui sont impliqués et qui ont envie de réagir par rapport à ce que je peux leur proposer, parce que tous les chefs sont un peu différents par leur approche, par leur côté on va dire humain, si on peut dire comme ça. Et ça fait plaisir de voir un petit peu leur façon d'être, de les voir impliqués tout simplement, voilà. Vraiment. Est-ce que finalement c'est entre guillemets difficile de passer après chef Joannès ? Mais écoutez, je dirais que non, même si j'aurais pu imaginer que ça allait être, parce que lui quand même il a l'expérience des gros volumes, et moi je suis plutôt issu de la gastronomie avec des volumes un petit peu plus réguliers, quoi. Donc il y aura quand même une certaine adaptation, j'imagine. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que lui il a mis la table, si on peut dire, et puis moi je vais essayer de l'embellir, quoi, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont formées au volume. Et moi, je vais essayer de leur apporter ce que j'ai pu acquérir depuis quelques années au niveau de la gastronomie. Voilà. Alors, j'imagine que vous avez de beaux projets. Chaque chef qui arrive, finalement, souhaite mettre sa petite touche culinaire. Est-ce qu'on peut avoir une avant-première, peut-être une saveur qui va se greffer à une nouvelle carte, peut-être ? Dire une avant-première, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Pour Monaco Info, vous pouvez. Allez, moi, je vais vous dire ce que j'aime bien à la cuisine, en règle générale, c'est d'abord avoir des beaux produits. D'accord, avoir des produits qui permettent de les traiter sans toutefois les dénaturer, avec des cuissons justes, des assaisonnements précis et quelque part avoir une touche, si on peut dire comme ça, une touche de cuisine un peu féminine, dans le sens où est-ce que quand vous déjeunez ou vous dînez, vous vous levez de table en étant bien, sans avoir l'impression d'avoir été... je ne sais pas si je sais m'exprimer correctement, mais toutefois être à l'aise quand on se lève de table, parce qu'on a mangé suffisamment, mais toutefois léger, quoi, voilà. C'est important pour moi. Vous êtes également formateur et consultant à travers le monde. Oui. Et vous dites finalement que transmettre, c'est rendre ce que l'on a reçu. On peut l'expliquer ? Ça, c'est vrai. C'est bon. D'abord, je pense que quoi qu'on puisse en penser, tout le monde, qu'il soit très bon professionnel ou un professionnel un peu plus lambda, peut transmettre. Mais après, je veux dire, il y a des gens qui sont, ou des professionnels qui sont plus aptes à partager. Et je dis toujours, quand vous faites la formation, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'attendent les gens de vous. Quand vous avez compris ça, vous arrivez à faire passer le message et c'est là que vous avez gagné. En l'occurrence, ça m'a servi en arrivant ici ou même ailleurs. C'est que quand vous avez été habitué un petit peu à écouter les gens, à comprendre ce qu'ils peuvent vouloir de vous, vous arrivez à faire passer des messages plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas été habitué à ça. Et puis moi, j'estime qu'on a un métier d'abord de partage.
On ne cuisine pas pour manger tout seul dans un coin, on cuisine parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Et avant de faire plaisir aux gens, on fait plaisir avec ceux qui en travaillent. C'est-à-dire que, bon là, il y a quand même, pour la petite histoire, il y a 80 cuisiniers. Donc quand je suis arrivé, moi je sortais d'une maison où est-ce qu'on était la moitié. Ce qui me faisait le plus de soucis, c'est de voir comment allaient se comporter un peu les gens vis-à-vis de ce que j'allais leur dire. Ils étaient habitués à un certain style de cuisine. Philippe les avait formés, donc moi je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont... Vous voyez ? C'est un peu une sorte de défi finalement. Ah, complètement, un défi, c'est un défi total dans le sens où est-ce que changement de volume, changement de maison et voir une brigade que je ne connais pas parce que jusqu'à maintenant j'ai travaillé toujours avec des gens qui me suivaient depuis des années et j'avais jamais été confronté à ce changement total de brigade. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir et à aller de l'avant dans ce que je leur propose. Voilà. Et que ça ne s'arrête pas uniquement aux cuisines, ça, je vois avec la salle, c'est bien, je suis content. Non, franchement, un mois et une semaine ici, je suis content. Si j'ai un petit résumé à faire, ça, c'est celui-là. Eh bien écoutez chef, merci beaucoup de nous avoir Merci accordé cet merci entretien d'être là. pour Monaco Info. Et sachez qu'on reviendra vous voir très prochainement. Vous êtes bien entourés. J'en profite justement pour remercier les équipes de communication du Fairmont Monte Carlo. Et je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur la météo. Jeudi, des orages au programme avec des températures allant de 12 à 15 degrés. Vendredi, le temps restera maussade avec quelques apparitions du soleil. Samedi, pas de changement avec un mercure en hausse. Dimanche, les orages seront de retour avec une maximale de 19 degrés. Et enfin, lundi, le ciel sera partagé entre pluie et soleil. Les températures resteront clémentes.